les amis. Pourquoi je commence toujours avec les amis? Il y a peut-être des gens, c'est mes ennemis. Je devrais commencer en disant les amis et les ennemis, bonjour. Mais bon. Aujourd'hui, on va revenir sur les demi-finales, Dortmund-PSG, Bayern Munich-Real Madrid. Je vais sélectionner certaines de vos questions que je n'ai pas encore sélectionnées, donc vous avez intérêt à ce que vos questions soient pertinentes pour pouvoir avoir une vidéo sharinganesque, footballistiqueste. Si la vidéo est naze, c'est de votre faute. Je me dédouane. Non, plus sérieusement, les amis, on va prendre le temps de répondre à certaines de vos questions sur ces demi-finales et en espérant voir le Real se qualifier en finale, mais il reste une moitié de travail à faire. Est-ce que Dortmund peut créer la surprise, vu ce qu'ils ont montré hier? Alors, dans ma pensée, dans le moment présent, je me dis, bon, ils ont un but d'avance. Donc, est-ce qu'ils peuvent... Encore heureux qu'ils peuvent. Je veux dire, si tu dis ils ne peuvent pas, c'est pas cohérent, ça ne veut rien dire. Donc bien sûr, oui, ils peuvent se qualifier en finale. Si c'est juste la question, oui. Maintenant, le PSG a 90 minutes devant lui dans son stade, et tu sais très bien qu'ils vont se procurer des occasions. Donc est-ce qu'ils peuvent? Oui. Est-ce que je vois pas Paris être gagnant de ce match? Oui. Gagnant de quelle manière? Bah ça, c'est le foot qui nous répond. Parce que des fois, je veux dire, pronostiquer, dire ils vont passer, ils vont pas passer, ça c'est le hasard. C'est-à-dire, on pense que. Ce qu'on peut faire, c'est d'analyser. Donc, analyser, c'est, je pense que dans son stade, Paris aura beaucoup plus d'opportunités de gagner le match. Maintenant, dans un match, il peut se passer des choses qui, quand tu es dominé, tu marques, qui, quand tu domines, tu ne marques pas, et Dortmund a un but d'avance. Ça veut dire que si là, par malheur, ils mettent le premier but, par malheur pour Paris, ils mettent le premier but, Paris doit mettre 3 buts derrière. Et pour mettre 3 buts, tout dépend à quel moment tu encaisses le premier, mais pour en mettre 3, pour te qualifier, ou 2 pour égaliser, il va falloir jouer plus haut, laisser des espaces, prendre des risques. Donc il peut se passer une situation où le PSG va être en grande difficulté, tout comme il peut se passer une situation où dès le début, Paris marque, et ça y est, relance son match. Un Dortmund qui ne sait peut-être pas comment se positionner, il peut se passer mille et une choses. Donc oui, Dortmund peut clairement se qualifier. Ils ont gagné le match aller 1-0. Ils pouvaient même tuer le match aller, tout comme Paris pouvait égaliser. Tout dépend de la lecture qu'on veut avoir du match, parce qu'on peut en avoir 2 sur le match aller. Je ne suis pas en paix pour le retour au Bernabeu. J'ai des mauvais souvenirs. Je veux dire, des équipes qui viennent et nous mettent la pression. J'imagine un Real qui mange 2 buts très tôt et qui n'arrive pas à remonter. Je ne suis pas confiant. Est-ce un problème? Bah, le Real au retour va affronter un Bayern Munich qui a su les dominer et toi t'as su les piquer. T'es un Real Madrid qui, j'espère, en fait, sur 2 aspects, va se retrouver. Mendy et Carvajal. Carvajal parce qu'il ne jouait pas à l'aller et Mendy parce qu'il est passé pour moi à côté défensivement de son match dans certains... Alors pour moi, quand je dis il est passé à côté de son match, c'est que sur l'élément dans lequel je l'attends, qu'un but ne vienne pas de son côté directement, le but a eu lieu de son côté, et c'est pas le Mendy, tu vois, à plusieurs reprises, que ce soit pour face à Sané, face à Gnabry, je l'ai vu plusieurs fois se faire éliminer d'une manière non habituelle. Alors peut-être qu'il n'y avait pas eu les joueurs n'ont pas assez couvert ou n'ont pas assez dédoublé sur le marquage, mais malgré tout, c'est pas le Mendy que je veux voir, c'est le Mendy rassurant, moi, que j'ai vu contre Salah, que je vois contre les meilleurs. Là, c'est pas celui que j'ai vu sur un match, attention, parce que sur la majorité des autres matchs, totalement satisfait. Maintenant, je pense qu'il va y avoir Tchouaméni avec Rudiger. Je veux un Real solide défensivement et après t'es dans ton stade, faut pousser. Faut essayer de ne pas encaisser le premier parce que tu peux mentalement sombrer et bien sûr que ça va être un match hyper compliqué. Je veux dire, là t'as le Bayern Munich qui va donner sa vie pour une finale tout autant que toi. Donc le stade, oui, t'as l'avantage du stade, mais l'avantage du stade nous a déjà prouvé que tu ne te qualifies pas forcément derrière. À voir. Vu le match de tonton de Bondy, Kylian Mbappé, avez-vous vraiment besoin de lui au Real Madrid en sachant qu'il est capable de nous pondre un match retour exceptionnel au parc? Bah, en sachant qu'il est capable de pondre un match exceptionnel au parc. Moi, les gars, moi, je rentre pas dans le jeu Actuellement, un joueur est moins en forme, donc ça veut dire que ça y est, sa carrière est foutue. Parce que c'est un petit peu ça que ça veut dire. Si tu me dis, aujourd'hui, le Real n'est pas dépendant d'Mbappé, je te dis oui. Si tu me dis le Real n'a pas du tout besoin d'Mbappé, je te dis non. Mbappé, c'est un joueur qui a 25 ans. Je pense que beaucoup oublient qu'il postule. Je vais être gentil. Parce que quand je dis top 1, top 2, on a dit... Ok.
Il postule top 3 ballons d'or. Si, à vos yeux, il ne postule pas du tout top 3 ballons d'or, bon, encore une fois, on verra. Vous verrez, à la fin, vous direz « Ouais, bon, vous savez, tu nous as rien appris. » Ça, c'est la phrase habituelle. Mais aujourd'hui, il postule top 3 ballons d'or. Quelle équipe ne veut pas un joueur qui postule top 3 ballons d'or gratuit, 25 ans, qui met des 40 buts par saison? Alors, si vous estimez que le Real aura toujours un Bellingham qui fera cette saison statistiquement, que le club n'a aucun joueur qui met plus de 30 buts par saison, que tout le temps ça va dérouler de la même manière, face à des City, face à des Bayern, face à des équipes qui vont dominer, toi tu vas attendre, tu vas les piquer, sur 5 ans on va jouer comme ça à Madrid. On va attendre, on va piquer. On va attendre, on va piquer. La Liga, tu vas la gagner sans problème parce que Bellingham fera toujours une saison offensive comme ça. Non. Les gars, à un moment donné, vous regardez trop les choses sur le moment. Dans 2 ans, cette saison-là, je ne veux pas dire qu'elle sera oubliée si tu prends une Ligue des Champions, championnat et tout. Mais elle ne se passera pas du tout de la même manière, peut-être. Et là, à ce moment, tu vas dire, purée, on n'a plus ce joueur, on n'en voulait pas. On aimerait avoir un joueur quand même qui t'assure une profondeur en tant que numéro 9, parce qu'il va devenir de plus en plus numéro 9, ou peut-être que Vini, lui, le sera un peu plus. Mais globalement, un joueur, quand je dis numéro 9, les gars, comprenez qu'un attaquant qui met des 40 buts. Quand Cristiano met des 40 à 50 buts, mais qui joue à gauche, c'est ton attaquant. Comprenez le terme. C'est ça que je veux faire comprendre. Quand je dis le Real joue sans attaquant, le Real ne joue pas avec un attaquant qui est assuré de mettre plus de 30 buts par saison. Vinicius, c'est pas ça. En termes de buts, même s'il met des buts très décisifs, même s'il est... Mais Vinicius qui met pas 2-3 matchs, il marque pas, tu vas pas dire « Ah, Vinicius ne fait pas son rôle ». Et Bellingham, pareil, normalement. Donc c'est le rôle de qui? Bah, c'est le rôle de celui que tu vas avoir cette année. Et Mbappé sera là pour ça. Un joueur qui te met des 30, 40, peut-être 50 buts, s'il est vraiment au niveau, par saison. Et ça, t'en as besoin. T'as besoin d'un mec t'as besoin de ce genre de joueur. C'est Kylian Mbappé, qui certes, en ce moment, au PSG, n'est pas dans sa meilleure phase, mais dans une phase où il est totalement critiquable, c'est top 3, top 2 ballons d'or. Oh, mais, franchement, qu'est-ce que c'est quand t'es le meilleur? C'est ça que je veux dire. Faut pas... Bien sûr que le Real en aura besoin. C'est ça que je veux dire. Est-ce que le Real en est dépendant? Bien sûr que non. Le Real nous a prouvé que ça y est. Mbappé est plus dépendant du Real que le Real de Mbappé. Oui, je suis d'accord. Mais bien sûr qu'un joueur comme ça pourra faire énormément de bien. Et le temps nous le fera comprendre encore une fois. Je pense que tous ceux qui critiquent Bellingham dans les grands matchs ne regardent que les stats. Parce que pour moi, il a été très bon dans le jeu. Moi, en fait, je pars du principe en me disant... Bien sûr, attention. Je vous dis pas Bellingham, il a sorti de masterclass le dernier match contre le Bayern. Mais le foot, ce n'est pas qu'une histoire... Vous savez, quand vous êtes joueur de foot, votre principe de base, il est collectif. Il est de gagner, surtout des joueurs comme Bellingham et tout. Et il y a ce que le coach demande à certains joueurs. Le principe de base, c'est pas de se dire, moi, je veux ressortir du match, être ce joueur. Le match d'un Bellingham, là, c'est de quelle manière je peux faire en sorte qu'on gagne. Et dans ces 2 derniers matchs, de ces doubles dernières confrontations, bien sûr qu'il doit apporter plus offensivement, parce que t'en as besoin. Mais t'as un joueur qui, dans le match, t'es assez dominé quand même, balle au pied, qui est un milieu de base, et qui se consacre beaucoup plus à être un milieu qui n'aura pas le ballon, donc dans des efforts, qu'un milieu qui aura toujours le ballon dans le match, en phase offensive, etc. Donc moi, ce que Bellingham, on lui demande dans un match comme ça, c'est surtout d'être dans le fait de combler les brèches au milieu de terrain et d'être dans les efforts. Ensuite, ses capacités offensives et techniques lui permettront de soutenir Rodrigo et Vinicius. Mais quand il ne peut pas soutenir Rodrigo et Vinicius dans un match où l'équipe est quand même assez acculée et que le jeu vers Vini va très très vite, même si à un moment donné Vini peut lui remettre, mais bon, c'est dans les détails, le joueur fait globalement un match qui peut lui convenir. Et le coach dit, alors moi maintenant, ça j'en sais rien, excuse, pas excuse. Je veux dire, Bellingham a déjà raté des matchs, ça, derrière il n'y avait pas eu des excuses. Mais là, il paraît qu'il avait été malade, qu'il avait eu des maux de ventre avant et tout. Est-ce que c'est... Parce que moi, en fait, bizarrement, Ancelotti ne sort presque jamais Bellingham, parce que Bellingham fait des efforts jusqu'aux dernières secondes, capable de tout, de bien défendre et d'attaquer. Donc Bellingham est rarement un joueur qui sort dans les très gros matchs. Et vous le voyez contre le Barça, but dans les dernières minutes. Classico d'aller, but dans les dernières minutes. Combien de buts en championnat dans les dernières minutes? Donc Bellingham, c'est un joueur, tu sais que tu peux compter sur lui 90 minutes. Quand il sort là, c'était pas normal. C'est rare de voir ça. Ça peut coïncider avec la maladie. Ça peut coïncider avec la faiblesse. Ça peut coïncider avec la fatigue que le joueur a ressenti plus que d'habitude. Donc peut-être malade, peut-être. En tout cas, ça coïncide à la manière de le faire sortir plus tôt.
lui, de base, qui est un joueur qui joue plus longtemps. Pourquoi un joueur qui joue plus longtemps? Parce qu'il peut toujours faire la différence à n'importe quel moment. C'est comme un Vinicius. Tu le sors pas dès que tu estimes qu'il fait un mauvais match. Tout comme quand je vous dis Mbappé, ça se sort pas comme ça. Tout comme un Cristiano, tout comme... C'est des joueurs, en fait, qui sont leaders techniques de ton équipe. C'est eux qui débloquent des situations. Et un joueur comme ça, il lui suffit d'une seule pour changer ton match, ta qualif, voire ta saison. Vu la performance des deux équipes allemandes, penses-tu que la finale sera la même que 2014, sachant qu'ils nous ont pas battus chez nous depuis 2012? Bien sûr qu'une finale Dortmund-Bayern ne serait même pas volée. Ne serait pas volée. T'es en demi-finale, t'as gagné le match aller Dortmund, et le Bayern, tu peux battre le Real chez eux. Le Real peut battre le Bayern chez eux, le Bayern peut battre le Real chez eux. Donc là, il n'y a plus de vol. Que la finale soit PSG-Real, Real-Dortmund, PSG-Bayern, Bayern-Dortmund, dans tous les cas, il n'y a pas de vol. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et les stats de pas perdu depuis... Ça, moi, je veux pas. Parce que les stats de pas perdu depuis... avant ce depuis, il y a eu quelque chose. Peut-être que nous, on participera à la fin de ce depuis. Voilà, moi, j'aime pas trop. Pour toi, qui est le plus fort au foot entre Vini et Mbappé? Alors forcément, dans la forme du moment, tout le monde dira Vinicius. Je pense que Vinicius a beaucoup plus monté l'écart qu'il y avait entre eux. Je pense que Vinicius a gagné des aspects de jeu, c'est-à-dire techniquement dans la capacité d'élimination, dans des petits espaces, etc. Je le trouve beaucoup plus à l'aise, je le trouve plus affûté, ce qui ne veut pas dire plus rapide sur une longue vitesse. Je trouve que les déplacements sont meilleurs. Maintenant, Mbappé est beaucoup plus un tueur de base, hein, je veux dire, il suffit de voir les stats. Il reste encore un plus grand joueur. Mais ça, c'est par rapport à ce qu'il a fait dernièrement. Maintenant, peut-être que la tendance, si ça continue comme le moment au présent, Vinicius peut peut-être dépasser. Ça, je sais pas. Mais c'est pas parce que Mbappé est moins fort que je vais dire ça y est, Vinicius est meilleur joueur que truc. Sinon, ça voudrait dire quand Foden faisait des meilleurs matchs que Bellingham, ça y est, il est meilleur joueur que Bellingham. Je pense qu'il faut laisser le temps pour vraiment... je prends toujours l'exemple de FIFA. Pour mettre la note à un joueur, il passe pas de 80 à 90. C'est très rare de prendre plus 5, plus 6. C'est progressif. Vinicius, avant, je le considérais vraiment en dessous d'un Mbappé. Aujourd'hui, je trouve qu'il se met dans la même case, mais avec des points forts et des points un peu moins forts. Mais c'est vrai que déjà le fait que je le mette dans la même case, avant, je ne les mettais pas dans la même case. Parce que Vinicius n'était pas le joueur de son équipe. Il faisait partie des joueurs de son équipe. C'était un déstabilisateur très décisif. Aujourd'hui, il devient le joueur, déjà le plus décisif en Ligue des Champions depuis 2022. Et il montre dans les très gros matchs qu'il est au meilleur de sa forme, physique, athlétique, etc. Là où Mbappé, en fait, je trouve qu'athlétiquement, il n'est pas au meilleur de sa forme. J'attends un petit 2 ans de laps de temps. Si sur 2 ans, Vinicius est meilleur 2 ans que Mbappé, je dirais il est devenu meilleur joueur, ça y est. Mais si tu me dis c'est sur une saison, il est en train de faire des choses parfois moins bien, parfois mieux, c'est compliqué. Mais les deux, de toute manière, seront joueurs du Real, donc pas besoin de comparer des amis. Nuno Mendes a-t-il sa place dans l'effectif de Brest? Vous êtes durs, les gars. Non, mais en fait, Nuno Mendes, c'est un excellent footballeur. Hein. Mais encore une fois, tout comme des joueurs comme Verratti, qui sont des monstres de football, techniquement et tout. Mais c'est des joueurs, pour que tu te dises, ouais, maintenant je les mets top 10, je les mets machin, c'est les références en Ligue des Champions, demi, finale, quart, etc., que tu veux voir. Et des joueurs comme Nuno Mendes, on le compare toujours à d'autres grands joueurs de ce poste-là, en disant il est meilleur, il fume tout le monde et tout. Moi, je trouve qu'il est très fort, mais je trouve qu'il faut attendre les matchs les plus importants et l'addition de références dans les matchs les plus importants. C'est comme ça qu'on fait sortir les grands joueurs. Toni Kroos, à un moment donné, on le comparait à Verratti. Voilà, maintenant je donne les noms et tout, parce qu'avant je disais pas, parce que sinon ça faisait... Aujourd'hui, Verratti n'est plus au PSG et tout. Bon, il y avait des moments où Toni Kroos, les gens le comparaient à Verratti. Parce que Verratti faisait des meilleures choses dans son championnat, balle au pied, là où Kroos, parfois, dans des demi, dans des quarts, il avait un peu plus de difficultés. Et certains disaient, mais affirmé, sans aucune pitié, hein. Verratti meilleur que... Aujourd'hui, ce débat ne peut même pas avoir lieu, parce que... Et pourtant... C'est même pas une histoire d'âge, pour vous dire. Et les preuves se font au très très haut niveau. Ton nom, tu l'inscris. C'est comme quand je dis des fois avec Araujo, Pedri, Ter Stegen. C'est dans les matchs références du plus haut niveau, dans les Coupes du Monde, dans les derniers carrés de Ligue des Champions, à
additionné sur plusieurs saisons, que tu montres que t'es un top 5, que t'es un top 10, que ça y est ton nom, tu te dis, voilà, ce gars-là, à ce poste-là, c'est top 2. C'est pas sur des... Et je pense que Nuno Mendes a encore besoin de temps. Alors certes, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc il faut lui laisser le temps. Mais un Nuno Mendes, tu peux pas encore le mettre top 3 à son poste, par exemple. Sinon, tu te dis, sur quelle base tu te dis ça? Moi, en fait, Nuno Mendes, il y a des moments où je me dis, ah ouais, et il y a des moments où je me dis, mais est-ce qu'on s'enflamme pas un peu? Moi, le premier. Donc je me pose plein de questions. Pourquoi Arda Güler ne joue jamais en Ligue des Champions contre le Bayern? J'ai vu qu'il pouvait jouer les 20 dernières minutes avec sa technique. Qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'Arda Güler, sur cette saison, il a raté le coche par ses blessures. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il a été blessé et c'est mort, il joue pas. C'est qu'il a été blessé et entre-temps, il y a eu surtout Brahim Diaz qui a pété, qui a explosé. Ce qui fait que tu es dans une équipe où les remplacements du milieu, tu les as déjà avec des Modric, avec des joueurs. Et les remplacements de joueurs offensifs, c'est le deuxième choix est Brahim Diaz. Je pense qu'ils veulent aussi, parce que tu peux le jeter dans la cour des grands, il peut faire des choses. Mais je pense qu'ils veulent le bonifier. Parce que avoir le luxe de pouvoir bonifier un très bon jeune comme Arda Güler n'est pas le luxe que peuvent se permettre tous les grands clubs. Et donc, le Real peut se permettre de le mettre petit à petit dans le grand bain et le bonifier pour que ça se fasse de la meilleure des manières. Parce qu'en fait, devant lui, tu as des titulaires que d'autres peut-être n'ont pas. Et ça, c'est une chance, c'est que tes jeunes ne sont pas obligés d'être renvoyés au front, quoi. C'est que tes jeunes, petit à petit, tu les fais jouer. Voilà, là, il y a une fin de saison où tu es assuré en Liga globalement de la prendre. Donc là, il va jouer beaucoup. Ce beaucoup va lui permettre aussi de montrer des choses. Ensuite, la pré-saison, il va montrer des choses. Et la saison prochaine, il deviendra peut-être un second choix et demi, peut-être, si Brahim Diaz est encore là. Mais c'est petit à petit. Et Ancelotti a ce privilège de pouvoir le faire. Donc c'est... Pourquoi s'en priver? Pourquoi jeter dans le grand bain alors que tu as, par exemple, devant lui un Brahim Diaz qui a déjà prouvé qu'il fait des différences au très haut niveau, qui peut faire des replis, là où un Arda Güler, attends, doucement, on va le mettre dans le bain, les replis défensifs, comment on va les gérer, comment physiquement, il faut aussi l'ajuster, c'est tranquillou. Et derrière, il a dit, est-ce que tu penses que la mauvaise mise à l'écart pré-saison de Mbappé joue sur lui dans les matchs à haute intensité? Je sais pas, en fait, je me pose des questions parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je reconnais pas chez Mbappé. Même comme ça, il te met 40 buts. Même comme ça, il est décisif dans son équipe dans la majorité des matchs. Et quand il n'est pas décisif, souvent l'équipe, elle est en difficulté. Donc il y a vraiment lui et les autres. Mais il y a des moments où... Avant, le Mbappé... En fait, ce que Vinicius il fait contre Kim Min-jae, Mbappé, c'était tous les matchs, il faisait ça, tac, contre-appel, boum, il bouge et tout. Tu sentais qu'il était affûté. Est-ce que du début de saison... l'impact d'une pré-saison de aussi longtemps pèse encore aujourd'hui? Je sais pas, j'arrive pas à savoir d'où vient ce problème-là. Je pense qu'il sera affûté comme never pour le Real Madrid. Même si la saison n'est pas encore terminée, que penses-tu de la gestion de Luis Enrique sur son groupe et le fait qu'il soit pour beaucoup apprécié avec des mauvaises préparations de match? Merci. J'ai pas compris, avec des mauvaises préparations de match. Moi je pense que Luis Enrique... cette saison a réinstauré quelque chose par la permission et la liberté des supérieurs qataris. Ça, faut jamais l'oublier. Parce que c'est cracher sur les autres qui n'ont pas eu le droit de faire ce que lui a le droit de faire. Ça, faut pas l'oublier. Je veux dire, un Tuchel, Pochettino, j'en sais rien, parce qu'on sait pas le niveau, Emery, et j'en passe, n'avaient pas les mêmes droits que peut avoir, ni la même liberté que peut avoir Luis Enrique. Donc ne crachons pas sur les anciens pour vanter uniquement lui. On met de côté les autres. Aujourd'hui, le coach peut travailler et il réinstaure quelque chose. Revenir au football, revenir à une structure, revenir à un collectif, revenir là où chaque joueur peut être un joueur indépendant, non esclave d'Mbappé, de Neymar, de Messi, des joueurs qui, il y a les trois, vous servez à faire tout ce que les trois ne peuvent pas faire. Mais ce que les trois peuvent faire, c'est peut-être technique, mais on s'en fiche. Vitinha, t'es technique, tu peux porter la balle, mais qu'est-ce que tu fais? T'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé devant toi, lâche la balle vite sur eux. Vitinha, la saison passée, quand il y avait devant lui Mbappé par exemple, il perdait pas une demi-seconde qu'il faisait la passe. Aujourd'hui, il y a Mbappé, il lui fait l'appel, etc. Le mec, Vitinha, fait son action. Donc il fait ce qu'il sait faire, ce qu'il estime être le mieux, et tu ne peux pas...
empêcher un joueur à ce poste-là d'empêcher de ne pas faire ce qu'il estime être le mieux. Parce que sinon, imagine un Modric qui a de l'inspiration, tu lui dis non, tu peux pas faire ça. Je compare pas le talent des deux, mais c'est pour vous dire, c'est des joueurs créatifs. Si le créateur, tu lui retires sa création, il ne sert plus à faire son travail. C'est comme si tu avais un pinceau pour un peintre, et en fait, il doit donner son pinceau. Le mec, c'est un peintre, hein, il est là pour créer sur une toile et tout. Et lui, non, son pinceau, il sert à donner à un autre peintre. Et son travail, c'est ça. Et tu dis, on t'a embauché pour ça. Donc ça fait mal un peu. Vous comprenez un peu le truc, la comparaison. Donc, Luis Enrique, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour le PSG, pour reconstruire et remettre au même étage les joueurs. Parce que, au-dessus aussi, les autres auraient pu le faire. Beaucoup auraient pu le faire. Bon, avoir Messi, Neymar, Mbappé, ça aurait pu être même compliqué quand même à gérer, mais si tu as le droit de faire ce que tu veux, alors bon, tu peux te mettre ton vestiaire à dos, mais là, il n'a pas Messi, Neymar, Mbappé. C'est pas pour rien qu'ils sont partis quand il est arrivé, et que sinon il aurait tout fait pour les garder. Mais en gros, il n'est pas esclave de ce qu'il y a au-dessus de lui comme les autres. Et c'est un coach intelligent, c'est un coach qui a beaucoup de courage, qui n'a pas peur. Et c'est ce qu'il fallait au PSG, parce que le PSG était beaucoup, dernièrement, entouré de peur. Peur de ce qu'il y avait au-dessus, peur des leaders, peur de la star, peur des médias. Il réinstaure une équipe qui ressemble à une équipe. Ça, déjà, c'est un immense cadeau que le PSG peut avoir. Ensuite, sportivement, c'est un coach. Moi, j'ai du mal à tomber sur les coachs, parce qu'il fait des choix. Un coach est là pour faire des choix. On lui reprochera toujours tout et n'importe quoi. C'est comme moi, si je vous fais un top ballon d'or, là, je vous fais un top 5. Et il y aura toujours des gens pour me dire, mais n'importe quoi, mais machin. Si demain je vous fais une compo, je vous dis, il faut que cette compo joue, et que ça se passe mal, vous allez me dire, mais il aurait dû faire autre chose. L'après-match donne toujours raison à celui qui n'a pas fait de choix. Et un coach fait des choix. Des fois ça passe, on va dire, ah ouais, bravo, des fois ça passe pas. Donc, moi, j'ai du mal à taper comme ça, taper sur un coach, en faire un storytelling comme certains. Mbappé en pointe, ça a été difficile. Penses-tu qu'il sera plus intéressant de le mettre ailier gauche avec un 9 en pointe et un Dembélé ailier? Franchement, je vous dis la vérité, je n'arrive pas actuellement. Avant, c'était indéniable. Tu pouvais pas tester le Mbappé à gauche. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est entre les deux. À gauche, je le trouve pas... Parce qu'en fait, si tu le mets à gauche assez bas, eh ben, étant donné qu'il n'a plus la même, en tout cas je le sens, le premier déplacement, le premier appui qui explose, je ne le trouve pas comme avant. Ce qui fait que maintenant il est beaucoup plus à l'arrêt, et sur une longue distance, il arrive à élancer son corps et à prendre de la vitesse. Mais les premiers pas de vitesse, il les a plus. Alors est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est une hygiène de vie? Est-ce que c'est une mauvaise prépa de cette saison? Est-ce que, je sais pas. Mais les premiers, tac, il l'a plus comme avant. Et ça, en fait, à gauche, si tu l'as plus, ça te perturbera beaucoup dans ton jeu. Parce que si tu le mets à gauche, tu l'excentres de la cage, tu lui demandes de faire les efforts défensifs, il ne peut plus prendre de vitesse comme avant, et il sera loin des cages. Est-ce que, en fait, tu ne l'éloignes pas de tout par rapport à sa forme du moment, là où, si tu le rapproches de la cage, il a quand même cet aspect de finisseur, il termine assez bien au vu de ses stats. Donc, Mbappé, est-ce qu'il ne doit pas être très proche des cages maintenant par rapport à avant? Si tu me dis Mbappé retrouve ses premiers appuis qu'il avait il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin même un an tout court, je me dis, ouais, à gauche, c'est son poste. Mais moi, je pense qu'avec le temps, il va être de plus en plus basé sur... le côté, on va dire 9 et demi. S'il est sur un côté, ça va être un peu pour vite aller dans la zone. Après, en venant au Real, parce que maintenant, il faut réfléchir au Real. Le joueur sait qu'il vient au Real. Le joueur, cette année, bizarrement, il joue 9. Il fait en statistique la meilleure saison. Je veux dire, bon, c'est pas comme si on se dit, oh, c'est catastrophique. Je veux dire, mais les médias, ils surréagissent à tout. T'as un mec qui va être top 2 ballon d'or, il met 40 buts, on dirait qu'il a fait une saison, mais catastrophique. Mais arrêtez de me parler de stats, il n'y a pas d'arrêter de me parler de stats. T'as un joueur qui a des stats en Ligue des Champions, qui est l'un des meilleurs buteurs français de l'histoire de la Ligue des Champions, qui, sur la saison, fait statistiquement sa meilleure saison, et qui postule top 1, top 2 ballon d'or. Si il ne faisait aucun match, il postulerait même pas top 10 s'il n'était pas au niveau. Donc, faut être juste entre les deux. C'est ça, moi, que je demande. Donc maintenant, si le gars vient au Real, il va se positionner comment? À voir. Vinicius arrive à se déplacer de plus en plus. Est-ce que... ils vont tester des choses. Mais je pense qu'il y aura une animation de déplacement offensive entre lui et Vini devant. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont réussir à intégrer Rodrigo dans cette histoire ou pas? Hormis l'Euro, pour toi, Mbappé réalise une saison digne d'un ballon d'or? En fait, les stats qu'il a, le fait qu'il va gagner la Ligue 1, le fait qu'il se retrouve quand même dans le dernier carré de la Ligue des Champions, peut-être finaliste, qui sait. C'est lui et Bellingham. Aujourd'hui, les votes iraient sur Bellingham et lui.
Vinicius, il va avoir des votes, hein, mais pour l'instant, il ne se met pas encore deuxième position ou première position. Vous verrez. Moi, je vous dis juste comment j'analyse les votes qui vont aller vers les joueurs. Je vous dis pas, moi, j'aurais fait quel classement. Moi, ça se trouve, j'aurais mis un Foden top 5, peut-être qu'il sera top 10. J'aurais peut-être mis un Bellingham premier alors qu'il sera deuxième. Peut-être j'aurais mis Vinicius s'il finit une saison de ouf, peut-être devant Bellingham. Qui sait? Qui sait? Moi, je pense pas. Je pense pas que Vinicius sera mieux classé que Bellingham. Et je pense que ça va se jouer entre Bellingham et Vinicius. Sens-tu le Real supérieur aux 3 autres équipes? Alors, je sens le Real... Quand je dis supérieur, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'ils sont obligés de gagner. Mais je sens le Real meilleur que Dortmund et meilleur que le PSG. Mais ils peuvent perdre contre Dortmund, ils peuvent perdre contre le PSG. Mais je les sens en Ligue des Champions pas forcément meilleurs que le Bayern. En Ligue des Champions. Ça veut dire que pour moi, le Bayern y passe, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas... C'est en Ligue des Champions. Maintenant, oui, le Real fait une meilleure saison que le Bayern. Le Real est plus confiant sur cette saison que le Bayern. Mais meilleur en Ligue des Champions là que le Bayern actuellement, là, je peux pas le dire. Pour moi, ils étaient ni meilleurs que le Bayern, ni meilleurs que City. Mais peut-être c'est le PSG qui prend la Ligue des Champions, parce que c'est le foot. Bref, voilà globalement pour cette vidéo dans laquelle on a évoqué les demi-finales aller, et on fera peut-être les avant-matchs, bien entendu, des demi-finales retour pour une place en finale. Les ennemis, j'allais dire. Les ennemis, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.